Allez, ça décroche les gars. C'est parti, en avant. Feu! Les chasseurs alpins, vous en avez peut-être entendu parler récemment parce que certains d'entre eux ont été déployés au Groenland. C'est des soldats français spécialisés en milieux difficiles et en climat extrême. Ces derniers jours, on est tombé à moins 22. C'est l'accumulation, fatigue, vent, froid. Je pense que mes hommes, oui, des moments, ils avaient quand même envie de lâcher. Là, on va les suivre 2 jours pendant Arctic Wind. C'est un exercice inédit où ils apprennent à vivre et à combattre dans ces milieux extrêmes. Le but de la compagnie sera de s'emparer du chalet. 23 au contact. Ça passe pas. On vient d'arriver en Haute-Savoie, dans la station de ski de Flaine. Cette télécabine nous emmène à près de 2500 mètres d'altitude. Là, on a besoin d'atteindre un environnement qu'on peut atteindre soit en ski, soit que comme ça. Donc là, on sort de la station, on arrive sur l'itinéraire qu'on a tracé. C'est un milieu qui est quand même assez dangereux parce que donc on est sur une zone de lapia. Donc c'est comme des trous dans lesquels la machine entière pourrait tenir, certains. Donc du coup, il a fallu trouver l'itinéraire pour slalomer entre ces lapias. Là, on voit bien les congères qui se sont formées. Ça fait, on a déjà tracé ça il y a 1 heure environ et ça s'est déjà rebouché complètement. Après ça, on est prêt pour d'autres milieux exigeants et les pays nordiques en font partie. Ces chasseurs alpins, on veut découvrir ce qui les différencie des autres soldats et comment ils se préparent au cas où les dirigeants français décideraient de les déployer quelque part. On arrive où là du coup? Donc là, on arrive sur la zone de bivouac. On voit toutes les tentes et tout ce qui a été installé pour l'occasion. On est environ à 2000 mètres d'altitude. On a eu des températures qui pouvaient aller jusqu'à moins 15 pendant les nuits. Donc un petit peu des températures qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Le fait de se battre dans le froid, ça peut affaiblir nos soldats, ça peut atténuer aussi leur morale. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on s'entraîne dans ce type de milieu-là. Si vraiment on arrive à aller dans les eaux profondes, c'est-à-dire qui se surpassent, le jour où ils seront un peu dans des conditions difficiles, ils pourront se dire j'ai déjà vécu pire. On arrive au camp de la 4e compagnie, on a l'équivalent de 2 sections de combat. Ici, le camp il est en capacité d'accueillir 150 personnes. Donc là, pendant les 2 semaines de rotation, il va y avoir 500 chasseurs alpins qui vont vivre sur ce camp qui est assez inédit. Tout le monde peut dormir dans le froid entre 0 et moins 5 degrés. En revanche, à partir de moins de 5 degrés, on a besoin de certaines capacités, de certains savoir-faire. Le chasseur alpin, lui, sa capacité, c'est de tenir dans la durée. Main gauche. Ça c'est à moi. Celui-là il est à moi. Ah mais toi tu sais skier toi maintenant? Pourtant je fais partie des plus gays. Des quoi? Des moins expérimentés avec les pots. Oui mais ça viendra. Parce qu'il veut qu'on l'appelle le GOAT. Mais pour l'instant... Le GOAT c'est pas près d'arriver. Pour l'instant c'est juste la chef. Ouais. Pour la phase de tir aujourd'hui, vous allez être bien distinct en 2 groupes, d'accord? Un premier groupe dans le fond du talweg et le deuxième au-dessus. Ce que je veux voir, d'accord, c'est du dynamisme dans vos déplacements. C'est clair? Oui mon lieutenant. Ça peut servir en cas de vraie opération, ce genre d'entraînement? Ah ben clairement, comme on peut le voir aussi dans le contexte actuel, nous on essaye de pousser à chaque fois nos entraînements dans les milieux un peu plus extrêmes. Et là on y est clairement dans ce type de milieu. C'est vrai que si on reste à Annecy, là où situe notre bataillon, on n'a pas ces quantités de neige, on n'a pas cette altitude sur lesquelles on peut s'entraîner. Allez en avant là. Vous mettez en position, dès que vous êtes en position, stade 2. Là l'exercice, l'objectif c'est monter sur une position ennemie et la détruire. Un groupe, nous on appuie, 23 qu'on appuie, et 21 qui va se déplacer en dessous et qui va monter à l'assaut jusqu'à une certaine position, et puis il va lui nous appuyer pour que nous on puisse progresser et ainsi de suite. Ok, 21 au contact, 21 au contact. 23, moi je vois des ennemis à environ 400 mètres de ta position. Reçu. Les ennemis à 400 mètres, tu traites. Mag et TP. Tu vises là, nickel, là où la traçante est partie. Ah, c'est ainsi qui tient. 23, t'es un peu bas sur tes tirs. Relève un peu les tirs. Relève les tirs.
23, j'ai détruit l'équivalent d'une équipe qui se situe à l'est, à 400 mètres de ma position. Ça change quoi de mener ce genre d'exercice? 23 pour toi, tu maintiens la surveillance, donc halte au feu pour toi. 23, halte au feu, halte au feu. Le fait de le faire en milieu grand froid et en pleine montagne, qu'est-ce que ça change par rapport à... La balistique, c'est pas la même. Tirer en ski, c'est pas évident. C'est plus dur et le déplacement dans la neige est moins évident. Allez, jusqu'à la prochaine butte. À l'origine, ça a été créé pourquoi les chasseurs alpins? À l'origine, ça a été créé justement pour se déplacer dans les milieux un peu montagneux qui souvent paraissent un peu inaccessibles. Remontons le temps. Dès les années 1870, la France voit d'un mauvais œil l'Italie récemment unifiée se doter de troupes d'élite capables d'évoluer en zone montagneuse. En 1888 apparaissent les premières troupes de montagne françaises, appelées alors les bataillons alpins de chasseurs à pied. Il faut attendre quelques années pour que ces chasseurs adoptent le ski, qui facilite grandement leur déplacement dans la neige. Lors de la Première Guerre mondiale, les chasseurs alpins mènent des combats particulièrement meurtriers face aux Allemands dans le massif des Vosges. Les températures peuvent atteindre les moins 15 degrés. The Italian troops succeeded in crossing the line of defense along the front of the Alps. Deuxième Guerre mondiale. Dans les Alpes, les chasseurs alpins bloquent les troupes de Mussolini, pourtant bien plus nombreuses. En 1942, ils sont nombreux à rejoindre la résistance face aux nazis et vivent cachés dans plusieurs massifs montagneux. De ce passé, ils conservent notamment les tartes, ces sortes de grands bérets qu'ils peuvent encore porter sur leur tête, mais aussi des expressions particulières. Par exemple, il y a des couleurs que l'on ne va pas nommer, le rouge on va dire bleu cerise, le jaune on va dire jonquille. Beaucoup de choses ont changé en termes de matériel. Après je pense que l'état d'esprit il est toujours le même, c'est l'esprit de cordée avec une grosse liberté de prise d'initiative. Pendant l'exercice que nous suivons, les soldats tirent à balles réelles sur des cibles qui apparaissent dans le paysage. Un contrôleur est présent pour superviser les tirs. Alors là dans le groupe on a des fusils d'assaut HK416 FS, tous les soldats plus le chef d'équipe, et là-bas à droite on a un Skarash et une Mag 58. Tu fais attention à la Mag gros. Skarash c'est le fusil de précision, il est capable de tirer normalement au moins jusqu'à 600 mètres. Allez dépêche-toi, t'es sur une ligne de crête, dépêche-toi de te coucher. Là comme on est censé tenir 4 jours mais j'ai déjà fait une semaine. Une semaine en igloo. On se sent comment à la fin de la semaine dans le froid Fatigué. Le vent et le froid ça nous fatigue plus. 23. Ouais 23 donc du coup bon les cibles sont toutes mortes. Au bout d'un moment, le système de déclenchement des cibles s'interrompt, probablement à cause du froid. Je te demande de désigner des objectifs face à toi, d'accord, et désolé les gars mais plus de cibles. 23 reçu. Allez 23 en mouvement, prochaine position. Point atteindre. Pour toi, ouverture du feu. Prochain point atteindre, les prochaines buts. Allez. On va derrière ça. Duf. Dès que t'as un mec à 100%, tu me places la Mag. Je le suis. Reprise. C'est bon, caporal chef. Avance. Avance un peu. Allez, ton sac. Vas-y, termine. Retirez-vous. Vous avez été déployé en opération oui. Où ça par exemple? Partout. Vous avez des exemples? Mali, Afghanistan. Entre 2007 et 2011, suite à une résolution de l'ONU, des chasseurs alpins participent à l'engagement français en Afghanistan. Ils combattent dans plusieurs provinces montagneuses face aux talibans qui veulent reprendre le contrôle du pays. Au total, la guerre en Afghanistan cause la mort de 176 à 212 000 personnes, dont près de 50 000 civils. Côté français, plus de 700 soldats sont blessés et 90 sont tués. Début 2022, des chars russes franchissent la frontière ukrainienne. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine est lancée. Quelques jours plus tard, des chasseurs alpins français débarquent dans le froid de la Roumanie voisine. Environ 250 militaires tricolores sont déployés sur place pour renforcer les défenses de l'OTAN dans ce pays aux portes de l'Ukraine. Quand vous faites face au feu ennemi, qu'est-ce que ça change? Comment ça se passe? C'est plus dur. Quand on est à ski, c'est plus dur, les déplacements sont plus compliqués. On a plus de mal à se déplacer. Mais normal, non, ils sont là.
Mais normalement en face c'est pareil, ils ont du mal. Donc on s'adapte et on essaye de dominer le milieu et l'ennemi comme on peut. Bon bah, en ligne, stade 0, puis ratissage de munitions. On est en train de ramasser un maximum d'étuis et de maillons pour pas polluer nos montagnes. Et on ne traîne pas parce que la nuit elle va pas traîner. Donc ici le TC2 c'est vraiment tout ce qui va être point tactique et point opérationnel. Donc une des tentes qui est ici, celle du milieu, c'est tout ce qui va être relais radio, c'est là où les chefs vont pouvoir faire leur compte rendu et pouvoir gérer un peu ce qu'on appelle les billes, tout ce qui est tactique. Après là-bas, ce qui est hyper important, mine de rien, surtout dans un milieu grand froid, c'est l'infirmerie. Parce que les bobos qui peuvent venir dans un milieu comme ça, c'est de l'hypothermie, des blessures dues au ski. Là, ces derniers jours, le maximum de température à laquelle on est descendu, on est tombé à moins 22. Attention messieurs, on va juste entrer dans le... Merci. Bah voilà, alors là c'est la tente du cuistot. Ce soir, ça a une petite soupe avec ce qu'il y a dans les rations. Il faut bien anticiper bien 5-6 heures avant pour avoir suffisamment d'eau pour la soupe. Ils préparent des repas chauds de manière à en fait, nous maintenir dans une température corporelle qui est importante pour une mission grand froid en tout cas. Et après on va avoir la partie combattant, séparée sur plusieurs îlots. Là, ils ont leur petite tente, les Samaya, idéalement pour 2 personnes pour avoir un meilleur confort. Et sinon à 3 quand le manque de matériel, s'il manque de matériel. Yo les gars, il va y avoir... Ah ouais il fait bon là, il fait vraiment bon. Il y a les gars qui vont vous filmer. Continuez. Enfin, ça fait la condensation. Ça c'est la tente chauffée. On a un poêle au milieu, on a là tous les ustensiles de cuisine. Donc ça c'est les plats lyophilisés, juste de l'eau chaude, de l'eau bouillante dedans. Donc c'est de la neige qu'on a fait fondre. Il fait chaud, ça change de dehors. Et puis on est tous entre copains, on peut partager du saucisson, des cacahuètes. On parle souvent des anecdotes de la journée. Ouais, je te jure. T'imagines pas là, entre chevrier, tu le baisses, ça va. Ah mec, il fait trop chaud. Bah 2 ça va. Bravo Maxence. C'est bien. Du coup, tout le monde a le même niveau de ski là maintenant ou c'est encore... Question suivante. Bah qui est des Alpes là? Ouais. Y a personne. Si toi. Ah ouais, 1 sur 8. Les autres ça vient d'où en gros? Moi c'est Angers. De la Somme. Le nord. Ouais non, la montagne qu'on connaît pas trop, c'est vite galère. J'avais skié 2 jours. Je pensais que j'avais skié mais en fait je savais pas du tout skier. Et genre j'ai vraiment tout réappris quand je suis arrivé à la formation qu'on a tous fait là, le BSM. J'ai pris un petit niveau, mais genre c'est rien comparé. Il y a des mecs qui sont nés à la Clusa et tout, là c'est des niveaux de fou. Vous imaginez avoir ces galères à subir mais dans des vraies opérations entre guillemets? S'imaginer ça, c'est impossible. Après ça on verra, j'ai pas la réponse. Vous en parlez un peu entre vous, notamment les gens qui arrivent au début? Bien sûr, chacun a une vision différente des choses, on a chacun notre propre appréhension des choses. Et, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à 100% à ça. C'est quelque chose qu'on expérimentera avec le terrain et en attendant, on s'entraîne au mieux. Allez. À demain alors. Merci beaucoup. Bonne nuit les gars. On se couche vraiment tôt parce que finalement la nuit tombe très vite et une fois que les mecs ont mangé et qu'ils se sont réchauffés, c'est le moment d'en profiter pour aller se mettre dans le duvet. Donc comme tout à l'heure on se posait la question, est-ce qu'il fait froid la nuit? Oui, il fait froid. Là on vient de finir la nuit avec des températures qui ont avoisiné les moins 10 degrés. On s'est levé à 6h30 et on s'apprête à partir pour une grande manœuvre sur toute la journée. Donc, normalement il y aura du ski, des assauts et peut-être une nuit en igloo. Le premier temps, ça va être de passer le col là. On a un autre groupe d'appui qui a passé un col un peu plus en arrière, qui va nous appuyer. Pendant que nous on s'installera de l'autre côté. Et en temps 2, le but de la compagnie sera de s'emparer du chalet qui aura en contrebas. Je suis première classe Arthur, j'ai 21 ans, j'ai maintenant 1 an et demi de service. Et là mon rôle, moi je suis maguiste.
Donc la MAG 58, c'est l'arme que je porte sur les épaules. Ça veut dire mitrailleuse d'appui général modèle 1958. Bah, maintenant ça fait bien 4-5 mois que je la porte, donc je m'y fais. Mais au début c'était costaud. Les skis, c'est des skis de rando qui sont assez polyvalents, ils font à peu près 1 kg chaque ski, sans la fixation. Ensuite j'ai la SMBE, quoi, le gilet. Avec ce que j'ai dessus là, il doit être à, je pense, 3 kg. Là j'ai un couteau, j'ai de quoi faire du feu, j'ai mon détecteur de victimes en avalanche. Donc ça c'est ce que j'ai sur ma ligne haute, facile d'accès. Ensuite j'ai le sac à dos avec de quoi dormir, mes sacs de couchage parce qu'on en prend 2. Les affaires de rechange. J'ai une ration pour manger pendant 24 heures. J'ai aussi des jumelles de vision nocturne. Et là, je rajoute l'arme qui a 11 kg 730. Et tout ça, tu penses ça fait combien de Ça, kilos? je pense que je suis à un bon 25 kg. 25 kg avec 300 mètres de dénivelé, ça va? Ouais, ça va. On fait comme on peut, hein, mais ça le fait, je suis entraîné pour, donc ça se passe bien. Reprise de la progression. Nous, on est au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne. On est aux alentours de 7000. Dans cette brigade, vous allez retrouver 3 bataillons de chasseurs alpins. Ensuite, vous avez le 2e régiment étranger de génie, le 93e régiment d'artillerie de montagne et le 4e régiment de chasseurs, qui a dominante cavalerie blindée. Le 27e bataillon compte 1200 personnes et c'est une partie de ces troupes que nous suivons ici. Vous vous demandez peut-être s'il peut y avoir des femmes. Au sein de ce bataillon, il y aurait 3 à 6% de femmes. Et sur ce camp grand froid, il y en a 2, une infirmière et Clémence, l'officier de communication. Et voilà, on est arrivé. On va pouvoir défoquer. Allez, 4-13, venez là. Si vous avez besoin de mettre un effet chaud, vous le mettez. Je vais voir tout le monde s'hydrater un minimum. Et c'est pas au bon vouloir, c'est obligatoire. Alors ça, c'est les pots de phoque qui permettent au ski d'adhérer en montée, de monter. Et du coup là, elles sont assez gelées. Du coup, je vais les garder contre moi pour qu'elles dégèlent et que si j'ai besoin, après, je puisse les recoller sous le ski. Et toi, pourquoi t'as voulu rejoindre les chasseurs alpins en particulier? J'ai fait un lycée militaire pendant 3 ans qui m'a donné le goût du cadre et du monde militaire. Habitant en station depuis tout petit, mélangeant montagne et militaire, ça m'a donné envie de rejoindre les chasseurs alpins. La section a reçu la mission de couvrir, donc on va aller se positionner et pendant que nous on sera en couverture, une autre section se chargera de l'assaut principal sur le chalet. Là, on va changer de section pour être avec une section qui va, elle, participer à l'assaut sur la position. Donc là, on est parti là ce matin, on est monté tout là. On va descendre ici dans le goulet pour aller s'emparer de Bravo 6, les chalets de Platé. Comparé à une forêt, vous voyez, il y a beaucoup moins de couverts, on est beaucoup plus exposé en termes de vue. Donc c'est à nous de savoir jouer avec ce terrain, savoir se camoufler pour se faire voir le plus tard possible. Et allez, ça décroche les gars. Ça a neigé les derniers jours, donc il y a un peu de neige fraîche. Et après, c'est de la neige un peu plus ancienne, donc ça fait que le manteau neigeux est assez solide et assez stable. Mais en termes de sécurité, on fait quand même attention pour autant, on prend des distances. Ouais. Les gars, essayez de jamais vous poser sur la butte comme ça. Quand vous arrêtez-vous un peu dans le ballon. Ok, donc tu me places tes mecs sur la hauteur. Allez gars. Tous les 20, il y a un poste de combat au niveau de Bravo 4. 22 reçus. 21 reçus. TP sur la hauteur là-haut là. Et les 2 mecs tu me les mets en stand-by derrière. J'ai un chef d'équipe qui est présent ici et un chef d'équipe qui est présent derrière. Et ensuite, les chefs d'équipe, eux, gèrent des équipiers. Et ils ont pris la hauteur dans l'intérêt d'avoir plus de vue sur ce qui peut se passer en contrebas. Tu me fais un bond de 15 mètres pour essayer de prendre des visuels sur la droite. Tu peux leur dire là des vitesses de tous rester les uns sur les autres là-bas? Les gars, derrière, prenez des espaces. Ici, il y a donc le chef de section qui organise toute la section, donc les différents groupes que nous sommes, 21, 22 et 23. En fait, le 27e bataillon se divise lui-même en compagnie, puis en section, puis en groupe de combat qui rassemble une dizaine de soldats.
et à sa droite le radio, donc un plus gros poste radio que ceux qu'on peut avoir, de manière à capter avec des plus grandes distances. Bon, lieutenant, à 300 mètres là, de la direction de mes mecs, ils ont vu 5 mecs rentrer dans un trou de combat, mais moi je pense que c'est 10. Ouais, c'est 10. Ok, c'est 10. Quand vous stationnez comme ça, en attente de mouvement, vous avez des techniques pour rester camouflé Au niveau camouflage, on va avoir les tenues. Et après, pour pouvoir stationner un peu plus longtemps, ce qu'on a l'habitude de faire, ça va être des trous de combat en neige. Donc on va venir creuser de manière à pouvoir installer 1, 2 à 3 personnes, donc une équipe finalement. Et là, vous faites quoi? Là, je suis en train de déployer ce qui s'appelle un EBI, c'est un élément de balisage individuel. Ça permet qu'on se reconnaisse pour éviter les tirs fratricides par exemple. 22, tu enchaînes derrière 21. Allez, 22, départ. C'est reparti là? Là, c'est reparti. Ouais. 23, pour moi, un ennemi neutralisé. Ça Ok, tu peux traiter encore un mec au niveau de la tente, il n'y en a qu'un seul de neutralisé. 22, impact neutralisé au niveau de la tente. 22 reçu, allez en avant. Allez gars, allez. Allez, bien sur l'avant. Tout chasseur alpin est formé à se déplacer en montagne. Allez, fais glisser là. Après, on va élever le curseur avec différents types de formations. Allez Colin, reprends les traces si tu galères. Je pense que mes hommes, oui, des moments, ils avaient quand même envie de lâcher. Allez Colin, retourne-toi. Mais quand les chefs sont devant, les mecs ils suivent derrière. Allez, nickel. Après bon, dans des conditions peut-être particulières, il faut savoir quand même savoir renoncer en montagne. C'est ça aussi qui, je pense, qui fait notre force, que ce soit le risque avalanche, que ce soit aussi en termes de conditions météo. Il y a 2 semaines, j'étais responsable de former justement des jeunes recrues à se déplacer en montagne. On a eu quand même des grosses rafales de vent à plus de 100 km/h. Donc là, c'était vraiment conditions extrêmes et on est quand même allé effectuer le sommet. Il y a aussi l'expérience qu'on accumule avec tout ce que peuvent nous transmettre aussi les anciens. Tu postes un mec et les autres vous mettez les pots. Ouais, ok, vu. En montagne, c'est assez compliqué. On va vraiment s'adapter à notre terrain. En gros, là, je suis pas hyper bien caché, donc je vais venir abaisser ma silhouette au maximum pour être repéré le moins possible. Et après, moi, j'ai une arme qui va être faite pour le tir de précision. Donc je vais vraiment essayer de me stabiliser au maximum pour pouvoir effectuer des tirs. En général, après, le rôle du tireur de précision, ça va vraiment être renseigné. Donc là, vu qu'on a une grande visibilité, je vais pouvoir me mettre de loin pour pouvoir renseigner de loin. Sinon, on va partir en avance de phase des groupes. Et pourquoi aujourd'hui il y a encore besoin de soldats spécialisés dans ce type de conditions? Ça, c'est plus une question à poser au lieutenant ou au capitaine, mais pour moi, je pense que c'est un terrain qui est technique et il faut savoir le maîtriser parce que c'est un terrain qu'on peut retrouver en fait n'importe où dans le monde. Moi, je suis parti aux Émirats Arabes Unis, qui est aussi dans un terrain montagneux avec des milieux assez escarpés, qui nécessitent la mise en place de cordes, d'aide au franchissement. On n'est pas que dans les milieux francs, on peut être aussi dans des milieux chauds. Et je pense que des fois, si on n'a pas les capacités techniques qu'on peut avoir, les choix d'itinéraire, on peut être mis en difficulté. Allez, bravo au départ, 3 points à atteindre, 20, itinéraire par les traces et formation, tu restes en colonne, tu prends 20 mètres entre chaque pax. Vu. T'es appuyé, t'as pas besoin de faire des bons successifs. Là, tu vas avec ton tour. J'y vais avec tout mon groupe. On va tout droit et assaut sur les chalets. Allez, décroche, on est appuyé. Allez, rapide. Ok, neutralisé dans le trou de combat. Allez, gardez la ligne le mieux possible. Et va, suis-le, go, go, go. J'ai l'appui. Allez, lève-toi, rapide. Allez, là, arrivé sur le mouvement de terrain, tu te postes. Allez, postez-vous. Allez, là, vous me posez un appui. Là, en l'occurrence, tous les chalets sont fermés, portes fermées, fenêtres fermées. Donc nous, le but, c'est de progresser entre les différents chalets, de savoir s'il y a personne qui se cache derrière les murs. Allez, passe bien à droite, là. Et ça sera les groupes derrière nous qui s'occuperont de sécuriser potentiellement l'intérieur des chalets s'ils sont ouverts et s'il y a du personnel. Pour nous, là, c'est un peu la fin du temps 1, c'est-à-dire s'emparer des chalets. On s'est posté
après les chalets pour potentiellement s'il y a d'autres ennemis qui peuvent être cachés. Donc avec les hauteurs qui peuvent être un danger aussi pour nous. Et ensuite sur notre gauche on a un autre groupe qui prend lui également la partie sud parce qu'elle est quand même vachement vaste. Quel bilan alors jusque-là de l'entraînement? Ça va être les chefs de section, tout le personnel au-dessus des groupes qui vont pouvoir eux nous faire donc un retour d'expérience et nous dire voilà ce qui a été ou ce qui a retravaillé. Comment vous vivez aussi la possibilité de les déployer un jour sur un vrai terrain? C'est une possibilité que tout le monde connaît, après chacun arrive à faire avec ou pas, mais il faut en tout cas y être préparé parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. We need Greenland from a national security situation. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours. 2 semaines avant notre tournage, la France annonce l'envoi de soldats au Groenland. Parmi les mobilisés, plusieurs dizaines de chasseurs alpins selon le Parisien. Au Groenland, ces soldats rejoignent l'opération Endurance Arctique, un exercice initié par le Danemark. Les chasseurs alpins français ont été choisis d'une part parce qu'ils font partie des troupes d'urgence qui peuvent être déployées en quelques jours seulement, et d'autre part parce qu'ils sont mieux préparés à ces types de milieux froids difficiles. Est-ce que typiquement le Groenland c'est un endroit où des chasseurs alpins pourraient être capables d'évoluer? Je sais pas comment répondre ça. Oui, en fait, Oui, on pourrait, oui, c'est clair. Le chasseur alpin est complètement à même d'évoluer au Groenland. La personne que vous venez d'entendre, c'est Clémence, lieutenant chargé de la communication. J'avais un peu d'appréhension parce que j'avais entendu que certains officiers de com de l'armée voulaient beaucoup contrôler les tournages. Ici, Clémence nous a laissé filmer ce qu'on voulait et poser nos questions librement à la grande majorité des soldats. Il y a quand même quelques moments comme ici où elle a voulu intervenir. Précisons que d'autres exercices avaient déjà eu lieu au Groenland les années précédentes. Pour ça. Mais actuellement, nous on n'a pas prévu de partir au Groenland. Voilà. Enfin nous on s'entraîne pas. Ouais voilà, on s'entraîne pas pour ça, ouais c'est ça. Il y a eu pas mal de missions aux côtés des Américains. Aujourd'hui, de voir que certains Américains menacent des territoires européens, comment vous le ressentez? Moi personnellement je le ressens pas d'une manière ou d'une autre. Pour moi je sers mon pays avant tout. Quand je vois aussi ce qu'ont pu faire nos anciens, faire partie de ces choses-là, c'est ce pourquoi aussi je me suis engagé. En gros, l'armée ne veut pas qu'il s'exprime sur l'opération au Groenland ou d'autres opérations à venir. Il y a plusieurs raisons, par exemple ne pas donner l'air de commenter des décisions politiques et aussi préserver la sécurité des opérations et des soldats concernés. Le 21 janvier 2026, après plusieurs échanges avec des responsables européens et le secrétaire général de l'OTAN, Donald Trump mentionne avoir un accord ouvrant la voie à des pourparlers. Depuis, le président des États-Unis limite ses références à l'annexion du Groenland. La diplomatie russe a fait part de sa sérieuse inquiétude, dénonçant le choix de l'OTAN d'une militarisation accélérée sous, je cite, un prétexte imaginaire. C'est juste que vous évoquez avec vos proches ou entre vous cette possibilité-là? Il ne faut pas que ça soit tabou, au contraire. Moi je pense qu'il faut être honnête sur ce sujet-là, il faut qu'il soit conscient, savoir qu'effectivement on peut s'absenter ou donner moins de nouvelles, par exemple rien que là sur l'exercice où on n'a pas de réseau. Et maintenant on va devoir passer sur le temps 2, ça va être s'installer, faire des vrais abris en neige pour s'abriter des vues et pour que les ennemis ne nous repèrent pas. Tout ce qu'ils mettent trop là, vous pouvez avec vos skis les pousser pour que ça aille plus bas. Et pour nous on a progressé un peu, on s'est posé des appuis mutuellement. Alors là, c'est le coin de l'installation de la section. On est en train de creuser une tranchée là jusqu'au sol. Il y a à peu près 1m60, 1m80. Là on a une équipe qui vient tasser avec les skis de rando tout autour, tasser la neige. Et après le but ça va être de faire des alvéoles de part et d'autre pour pouvoir dormir. J'avais déjà testé les igloos et les abris jurassiens, mais la tranchée c'est la première fois que j'expérimente ça. On arrive à la terre ici. Il faut qu'on fasse 5 alvéoles, de chaque côté, 2 de chaque côté, une au fond. Donc le mec qui rentre dans le trou, il décaisse. Il y a un autre mec derrière qui est prêt. Dès qu'il voit qu'il est complètement azimuté, il le chope par les chaussures de ski, il le tire en arrière, il va le remplacer. C'est bon ? Là, faut arrêter de tasser là. Ouais. Faudrait qu'ils arrêtent de tasser au-dessus pour éviter que ça s'effondre sur moi.
Même si on a quand même une logistique qui peut nous mettre bien sur les premiers jours. Aujourd'hui, là, les mecs ils sont en train de creuser, ils vont dormir dans de la neige, avec les affaires aussi qui vont commencer aussi à mouiller et la fatigue aussi qui commence à s'accumuler. On essaye vraiment d'arriver sur un état de fatigue qui peut les rincer, j'ai envie de dire. Et le jour où on sera vraiment en difficulté sur des théâtres, on pourra se dire on a quand même vécu pire et ça va dérouler, quoi. En mars 2026, c'est en Finlande que des chasseurs alpins français doivent participer à un exercice baptisé Cold Response aux côtés des soldats finlandais, largement habitués aux conditions extrêmes du Grand Nord. L'entrée est exprès toute petite, c'est ce qu'on appelle une souricière. En fait, ça permet de piéger le froid au niveau du sol et pour éviter que le courant d'air froid rentre dans la partie où on vit. Donc là, c'est composé de 3 couchettes ou 2 selon combien on est. Là, il y a à peu près 50 cm. Et on vérifie qu'il y a un minimum au cas où ça fonde ou qu'il y ait du poids qui s'accumule dessus avec la neige. Le corps humain va produire de la chaleur. Ça va monter peut-être à 2, 3, 4 degrés. Il ne fera jamais en dessous de 0, contrairement aux tentes, parce que les parois de la tente isolent à peine. Ça, l'histoire de la tranchée, ça fait peut-être 15 ans que j'ai vu ça sur internet et c'est la première fois que je suis content de faire ça. C'est assez discret, on porte simplement la pelle, histoire de creuser ça. Il n'y a pas une petite appréhension quand même? Maintenant, on met toujours des mesures de sécurité. C'est-à-dire que là, par exemple, on plante une sonde au milieu et si l'églou s'écroule cette nuit, les gens à l'extérieur sauront exactement où pelleter. En fait, la nuit, on dort aussi avec le détecteur de victimes d'avalanche. Et quand je lève, ça détecte, voilà par exemple, j'en détecte un autre qui est en émission 6 mètres dans cette direction. Donc là, on mettra la bougie en face de l'entrée et on fera des tours de garde cette nuit. Et le mec qui passe, il vérifie bien que la bougie est bien allumée encore dans chaque igloo. Et au cas où la bougie s'éteint, il faut surtout dire qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'igloo et donc il faut vite évacuer les gars qui y dorment. Après, c'est une mesure de sécurité, mais franchement, ça craint rien. L'ouverture est quand même assez grande, on croit rien. En fait, maintenant, ça fait quand même 3-4 fois que j'y dors dans les igloos et en fait, on sait que ça craint rien quand c'est bien fait. Puis là, il y a un beau coucher de soleil, il y a une belle vue, donc tout va pour le mieux. Pourquoi chasseur alpin? Parce que oui, c'est une brigade quand même de l'extrême. On évolue dans un super milieu et c'est ça aussi que je suis venu rechercher. Évoluer dans un milieu que j'adore et avoir des mecs aussi que j'adore. Ici la nuit va bientôt tomber, on va laisser les chasseurs alpins. Un grand merci à Pierre qui était derrière la caméra pendant tout ce reportage. Et si nos vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Brut. Pour moi c'est un format un peu différent d'habitude, mais vous pouvez retrouver toutes les vidéos de Lucas Explique dans la playlist dédiée sur Brut. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Vous devez avoir une belle vue là quand même avec les montagnes. Peut-être qu'on va voir le Mont Blanc à un moment, on sait pas. Ah, on le voit là. On le voit au-dessus des nuages là.